Bonjour à tous et bienvenue Bonjour tout dans le monde. cette. Donc, je suis Yann, lead data à la White Code School. C'est vrai que ces derniers temps, quand on parle d'IA, la plupart des gens pensent à ChatGPT ou Claude ou Gemini, en fonction de son équipe. Mais en fait, l'IA, c'est vrai que c'est pas du tout limité à l'IA générative. En fait, le concept d'intelligence artificielle, ça remonte aux années 50. L'une des grandes figures, bon, c'était Alan Turing, qui avait créé le fameux test de Turing, où il disait, en gros, à partir du moment où quand on communique avec une machine sans avoir et avec un humain et qu'on n'arrive pas à faire la différence des réponses données par l'humain ou la machine, c'est que la machine est dotée d'intelligence. C'est peut-être un petit peu effectivement limité, mais ça donnait déjà une bonne intuition. Donc en fait, l'intelligence artificielle, ça regroupe vraiment toutes les technologies en fait qui permettent de créer des systèmes capables, donc on dit de réaliser des tâches qui nécessitent habituellement de l'intelligence humaine, de reconnaissance visuelle, de compréhension du langage naturel ou de prise de décision. Donc là, on est un petit peu dans l'intelligence artificielle assez avancée, puisqu'au tout début, on était parti sur une méthodologie, on va dire, plus procédurale, avec des tests. On disait s'il y a ça, alors voilà, on dit typiquement, je ne sais pas, si on faisait systèmes experts, on disait est-ce qu'on a de la fièvre, oui ou non, est-ce qu'on a mal à la tête, oui ou non, voilà. Donc en fait, on essayait de créer des règles comme ça, qui permettaient effectivement de donner naissance aux systèmes experts qui, à partir d'une liste de questions, pouvaient donner des recommandations ou des avis. Par la suite, on est passé à des méthodes un peu plus vastes, on va dire, plus automatisées, et on va arriver en fait aux bases du machine learning. En fait, le machine learning, c'est de se dire qu'on va laisser la machine apprendre par elle-même à partir des données en entrée et des données en sortie. L'exemple typique, c'est par exemple, on va donner un ensemble d'annonces immobilières avec des appartements, par exemple, et on va indiquer le nombre de pièces, la surface, le nombre de chambres, l'année de construction. Et en fait, on va donner toutes ces données en entrée avec le prix de vente. Et par la suite, on va créer un modèle qui va être capable, on va dire, de donner l'estimation, par exemple, d'un bien en fonction de ces critères, donc surface, nombre de chambres, année de construction. Et donc là, on n'a pas besoin de formaliser en fait les relations qui existent entre les données en entrée et les données en sortie. Ces relations vont être apprises automatiquement par la machine. Donc ça, c'est le machine learning, ce qui permet donc de faire des régressions, de prévoir le temps qu'il va faire demain, qui va permettre de prédire éventuellement le cours d'une action, faire de la classification de texte, par exemple, ou de la classification de sentiments, par exemple avec le traitement de langage naturel, où on va dire si un commentaire est positif ou négatif. Ça marche très bien aussi en machine learning. On a des bons résultats, ou classer des articles en fonction du sujet, politique, sport, sciences, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le machine learning. Et dans les années 50, on a 50-60, on a formalisé ce qu'on appelle les réseaux de neurones. C'est-à-dire, l'idée, c'était de se dire, un neurone qui qui est un peu la brique élémentaire de notre cerveau, reçoit un influx en entrée et va être activé ou pas activé. Et donc, on s'est dit, a priori, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut faire avec l'électricité. Et on a donc créé ce qu'on appelle le perceptron, qui est capable de réagir en fonction du signal en entrée, de donner un signal en sortie. Le problème, c'est qu'on a été assez vite face à un gros problème, c'est qu'on manquait de données. En fait, pour avoir des données très vastes, il va falloir qu'on étiquette, en fait, qu'on indique à la machine quel est le résultat attendu. Alors, par exemple, si on fait de la reconnaissance d'images, ça veut dire qu'on est obligé de prendre plein d'images et de dire, voilà, sur cette image, on a un chat, sur cette image, on a un chien. C'est très compliqué. Donc, beaucoup de mal à avoir ces données-là. Et l'autre problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de neurones, ce qui impose beaucoup de mémoire, beaucoup de temps de calcul, et les ordinateurs de l'époque étaient quand même un peu limités. Et donc, on est rentré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle dans les années 90. Et ensuite, il y a eu deux choses qui sont arrivées. D'abord, la puissance des ordinateurs qui a augmenté, et Internet. Et Internet a permis de donner accès à de nombreuses données. Typiquement, par exemple, pour le réseau convolutionnel qui a été utilisé, notamment par Yann LeCun, dont on entend beaucoup parler sur les réseaux aujourd'hui. Il avait effectivement mis au point, en fait, un système de reconnaissance des chiffres qui a été utilisé très longtemps dans les banques pour lire les chèques, par exemple, savoir si la somme correspondait bien. Donc, le traitement automatisé des images comme ça marchait très bien. Et par la suite, c'est vrai qu'on a eu l'idée d'utiliser les images de chiens et de chats, par exemple, qui étaient présentes sur Internet, parce que c'était les images qu'on trouvait le plus, déjà à l'époque, et qui étaient labellisées. Donc, en fait, on a pu, comme ça, donner beaucoup d'images de chiens, beaucoup d'images de chats à un réseau de neurones, qui a pu apprendre automatiquement et à reconnaître très bien. Donc, les chats et les chiens.
Et ça a permis de créer ces modèles et donc de les entraîner de plus en plus sur des données de plus en plus importantes. Donc ça marchait effectivement très bien, et y compris pour le langage naturel, puisqu'on sait que le langage naturel, c'était un peu une porte d'entrée très intéressante, puisque ça permet de se passer de la compétence de codage. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand on voulait faire du traitement automatisé ou des choses comme ça, on devait programmer ce qu'on attendait. Donc, ça nécessitait effectivement des compétences particulières, connaître les langages de programmation notamment. Et en fait, le traitement de langage naturel via un réseau de neurones fonctionnait plutôt bien. L'inconvénient était qu'effectivement, on avait ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents qui, en fait, avaient du mal à dépasser une certaine longueur de texte. Et par la suite, donc aux alentours de 2017-2018, on a l'architecture des transformers qui a été créée, dont je vous parlerai très rapidement par la suite, et qui permet justement de générer du texte en produisant, en fait, en prédisant le mot qui va suivre les mots précédents. Donc ça a été entraîné avec des quantités phénoménales de données, donc globalement à peu près tous les textes qu'il peut y avoir sur Internet, tous les livres qui ont été numérisés. Et on a eu des résultats assez incroyables qui donnent même naissance à une forme de compréhension du texte et pas simplement, une prédiction un peu purement mathématique, on va dire, de la probabilité du mot qui suit. Donc effectivement, là, on est à un niveau technologique assez avancé. Donc là, on vous parle un peu des compétences qui sont nécessaires pour ce genre de traitement. C'est effectivement maîtriser les outils, toujours. Donc des outils comme TensorFlow, PyTorch, Keras. TensorFlow et Keras, c'est un peu la même chose. En gros, des bibliothèques Python qui permettent de manipuler des réseaux de neurones, de les entraîner. C'est aussi la connaissance des algorithmes d'apprentissage automatique profond, donc le deep learning, les réseaux de neurones avec plusieurs couches. Et puis l'analyse par exemple, de données et de statistiques avancées, la programmation Python, Java, et ainsi de suite, et la compréhension des enjeux éthiques, techniques de l'IA. Alors, les 4 premiers points, globalement, quand on veut juste utiliser un chat GPT ou Gemini, Claude, on n'en aura pas besoin, parce qu'en fait, tout ça, ça va être dans le modèle. Donc, c'est déjà pris en charge par des spécialistes. Par contre, effectivement, la compréhension des enjeux éthiques et techniques de l'IA, ça, par contre, ça va vous impacter directement, parce qu'en fait, c'est un outil très puissant. Mais comme tout outil puissant, il a des risques, un peu comme disait l'oncle Ben, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc ça marche aussi en IA. On va avoir effectivement accès à des outils qui permettent de générer beaucoup de choses. Et cette génération va créer, comme on va le voir, des petits problèmes éthiques et moraux éventuellement. Alors pourquoi se former à l'IA et notamment et surtout l'IA Gen, puisqu'on ne va pas se former à l'IA en général. L'IA Gen, ça va effectivement permettre d'exploiter les données de façon plus automatisée, plus précise, et ça va nous aider en fait à prendre des décisions. Typiquement, si on prend vraiment même ne serait-ce que le machine learning, quand on a des données, on a des intuitions, on se dit, à mon avis, je crois que ce qui explique le chiffre d'affaires, ce qui explique l'augmentation de la clientèle ou ce qui explique le comportement, je pense que c'est ça. Ça, c'est l'intuition qu'on en a. L'avantage du machine learning et de l'analyse de données, c'est que à partir de données brutes et fiables, on va pouvoir effectivement modéliser des comportements, des prédictions, et voir effectivement si c'est vrai, si l'intuition qu'on avait était vraie. Donc on va passer d'une prise de décision intuitive avec les tripes, avec l'expérience, un peu comme le vieux patron qui était là, moi je connais parfaitement le marché, à des prises de décision qui vont être beaucoup plus fines et surtout qui vont pouvoir aider à prendre des décisions en modélisant des relations qui sont pas forcément évidentes. Alors on a un exemple typique pour la reconnaissance d'image, par exemple sur la détection du cancer. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on peut avoir des radios et un spécialiste, même chevronné, va avoir une radio tout à fait normale et 2-3 ans plus tard va se rendre compte que la tumeur est arrivée et là il va se dire oula, effectivement on a une tumeur, faut qu'on agisse. L'avantage des modèles de deep learning, c'est qu'on va leur avoir donné de nombreuses radios de personnes qui vont être atteintes d'un cancer, mais ces radios vont être un peu tout leur historique. Donc ils auront même des radios de personnes atteintes de cancer quand il était totalement indétectable et des radios de personnes qui n'ont pas eu de problème. Et il va émerger, on va dire, de ce réseau de neurones, des relations à peu près incompréhensibles pour nous, parce je parle de milliards de paramètres,
qui vont effectivement pouvoir prédire la probabilité qu'une personne développe un cancer. Donc voilà, donc c'est effectivement l'accès à des données, enfin des prises de décision bien plus importantes. Donc on va gagner en efficacité et bon, en plus on va pouvoir participer à l'innovation technologique et à la transformation numérique des industries et ça c'est vrai que c'est pas rien. On va passer à la la slide suivante. Alors je vais vous parler du coup des piliers pour rédiger un bon prompt. Comme je vous ai dit, le chat GPT, quand on peut passer à la suivante. Hein. Quand on va on va communiquer avec un outil comme ChatGPT, Claude, Gemini, en fait, on va lui poser des questions et typiquement, on suppose, comme il répond toujours, on a l'impression que c'est un humain, donc on peut lui parler classiquement. Alors, c'est pas le cas, parce que l'entraînement de ces modèles fait qu'en fait, ils sont entraînés, comme je vous ai dit, à prédire le mot suivant. Donc, pour prédire le mot suivant, effectivement, si on ne lui donne rien, il a du mal à prédire le mot suivant, évidemment. Et plus on va lui donner de mots avant, plus il va avoir de contexte. Et c'est cette importance, ce concept de contexte qui est très, très important, qui est même fondamental dans ces outils. En gros, le mécanisme d'attention qui est au cœur de ces outils fait qu'il va pouvoir extraire un peu le sens du mot en fonction des mots qui l'entourent. En l'occurrence, des mots qui le précèdent. Et quand on lui donne plein de mots, les mots qui précèdent eux-mêmes vont émerger le sens en fonction des mots qui l'entourent. Typiquement, si on a le mot marché, comme ça, on a un peu du mal à savoir est-ce que c'est le verbe marcher, ou est-ce que c'est le marché où on va faire ses courses, ou est-ce que c'est le marché sur lequel le marché des actions, par exemple, on n'en sait rien, on a juste un mot. Nous, en tant qu'humains, en fait, dès qu'on a une phrase, on arrive à comprendre le sens précis des mots en fonction des mots qui les entourent. Et en fait, c'est ça la grande force des modèles des LLM, c'est d'avoir une capacité à modifier le sens des mots en fonction des mots qui l'entourent. Donc, plus on va lui donner de contexte, plus il va affiner la compréhension du mot. Et donc, plus il aura de capacité à prédire précisément le mot qui suit. Typiquement, si on parle de Michael Jordan, par exemple, il va savoir le placer en fait dans un espace sémantique du basketball, du sport, de l'Amérique, de plein de choses. Parce qu'en fait, dans son entraînement, on lui aura présenté beaucoup de textes où il y avait Michael Jordan qui apparaissait, et donc il va réussir à créer des relations entre Michael Jordan et le basket. Donc l'idée, par exemple sur ce prompt, rédige un guide pour conduire un entretien annuel de performance. Alors je vois comme ça, on se dit, voilà, il va pouvoir rédiger un guide, il n'y a pas de souci. Alors, il va rédiger quelque chose à partir du contexte qu'on lui a fourni. L'inconvénient, c'est que il va manquer de contexte, en fait. C'est dans quel but je fais ça, dans quel cadre, pour quel public, pour quelle personne. On ne lui donne aucune information. Donc, en fait, il va nous donner globalement une réponse qui va être moyenne, voilà, dans la moyenne de ce qu'on attend. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir un résultat moyen, c'est avoir un résultat très précis. Donc effectivement, moins de contexte et plus on va laisser libre cours à son imagination et notamment à cette méthode, comme je vous ai dit que c'est statistique, moins on a de contexte, plus on va arriver sur une moyenne et donc le résultat va être moyen. Donc pourquoi l'IA est mauvaise ? En fait, c'est lié à son fonctionnement. Alors l'hallucination, qui est en fait inhérent au fonctionnement. Il faut savoir comment sont entraînés les modèles. En fait, pour savoir si un modèle réussit, on va regarder le résultat obtenu et on va lui dire si c'est bon ou mauvais. En fait, on donne des notes, généralement, en disant si tu as bon, je te donne 1 point, si tu as faux, je te donne 0. Mais on ne donne pas de points pour la réponse « je ne sais pas, je n'ai pas l'information, je ne pourrais pas vous répondre ». Donc en fait, il est toujours plus intéressant pour la machine de répondre quelque chose plutôt que rien, parce que s'il répond rien ou je ne sais pas, il aura 0 dans les 2 cas. Donc en fait, il va toujours répondre. Donc l'hallucination, il vient du fait que quand il ne sait pas trop, il va produire globalement avec des résultats moyens. Donc c'est là où on va pouvoir avoir des réponses sur des gens. On dit tiens, à quelle date tombe l'anniversaire de telle personne ? Il peut très bien répondre c'est le 7 janvier par exemple, parce que globalement ça sonne bien. D'ailleurs, sur les nombres, on verra que souvent, par exemple, il va donner le nombre 12, parce que c'est un nombre qui revient très souvent. Donc voilà, typiquement, il va peut-être donner la date du 12 juillet, je ne sais pas, parce que peut-être que si on parle en français, le mois de juillet est important, c'est la fête nationale, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de base logique, il ne sera pas capable de dire j'ai pas la date de naissance de la personne, je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas vous répondre. Il va répondre quand même. Donc ça, c'est ce phénomène d'hallucination qui fait qu'effectivement, c'est compliqué parce que quand il n'a pas l'info, il va quand même donner une réponse. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, il faut qu'on soit conscient de ce biais-là
et donc qu'on soit très précis et qu'on regarde la réponse donnée en étant certain qu'elle est bien appuyée sur des résultats. Alors c'est vrai que maintenant, avec l'évolution des outils, on a effectivement des outils qui ne sont plus des simples LLM, mais des ensembles de LLM avec des agents qui vont vérifier les réponses et tout, qui sont capables de nous donner, même de nous citer les sources. Et c'est vrai qu'il est important souvent d'aller voir les sources, parce que des fois, il va nous dire, voilà la réponse et voilà ma source. Et on va regarder la source, on va voir peut-être que la source n'est pas très fiable, ou peut-être que la source était fiable, mais qu'il ne l'a pas vraiment très bien résumé. Donc ça va nécessiter de notre part quand même un travail de vérification assez poussé. Il ne faut pas faire confiance aveuglément à la réponse donnée par le LLM. Et ensuite, on a le désalignement. Donc le désalignement, c'est le fait que le modèle est entraîné avec des données. Et l'ennui, c'est que en fonction de la qualité des données et de ce qui ressort globalement en moyenne de ces données, c'est ce qui va lui donner en fait sa base de réflexion. Vous avez dû entendre parler du bot qui avait été créé, je crois que c'était par Microsoft, il me semble. En fait, il avait été entraîné en fait sur les tweets. Et en fait, ils ont dû le couper très rapidement parce qu'il était extrêmement raciste, violent, sexiste, parce que il s'était entraîné sur l'ensemble des tweets. En plus, j'imagine même pas si on l'entraînait avec les données de X aujourd'hui, mais bon, à l'époque où il y avait encore un tout petit peu de vérification, malgré tout, il y avait beaucoup de contenu qui était problématique, et on lui avait fourni ces données-là comme étant des données tout à fait correctes. Et comme on avait effectivement ces biais très présents, ils ressortaient dans les réponses. Donc typiquement, aujourd'hui, on sait qu'on essaie de lutter pour une IA qui soit le plus vertueuse possible, mais c'est vrai qu'après se pose aussi le problème de où est-ce qu'on met le curseur, quelle est la morale de la société, quels sont les enjeux qu'on veut mettre en avant. Et c'est très difficile d'avoir un modèle d'IA totalement neutre, parfaitement équitable et totalement éthique. Donc on sait que c'est pas possible, donc c'est nous aussi en tant qu'utilisateurs qui devons faire attention à ces deux paramètres, l'hallucination et le désalignement. Donc, on va revenir rapidement sur les piliers pour prompter. Donc, il y a beaucoup de techniques qui existent différentes. La technique RACE, c'est plutôt bien parce qu'elle est assez courte déjà, il n'y a que 4 étapes. Donc, R-A-C-E, donc le rôle. En fait, on va définir dans le prompt, on va commencer par lui dire son rôle. Donc, généralement, on dit tu agis en tant que, je sais pas, responsable marketing avec 10 ans d'expérience. Ensuite, l'action, on va lui dire, voilà ce que j'attends de toi. Par exemple, rédige un article de 10 lignes sur tel produit. Le contexte, on va lui donner effectivement les cibles, donc à qui on va s'adresser. Si on parle d'un produit, on va donner toutes les informations qui concernent ce produit-là. On va parler peut-être de l'entreprise. On va lui donner aussi le ton qu'il doit utiliser. Par exemple, quand on lui demande de rédiger un mail, si c'est pour un client, son patron, un collègue ou son conjoint, évidemment, je vous déconseille quand même d'écrire des mails à votre conjoint via une IA, parce que c'est quand même un peu triste si on arrive là, mais pourquoi pas, ou un ami, voilà, on va lui demander effectivement un ton différent. Et enfin, l'exécution, on va lui donner le format de sortie, en disant, par exemple, voilà, je veux, comme je l'ai dit, peut-être 200 mots, 5 lignes, lui dire, n'utilise pas d'emoji, ou n'utilise pas les tirets longs, ou les listes à puces, parce que on sait qu'on va se faire griller sinon, parce que c'est toujours les mêmes. Si on lui précise pas le format, il va utiliser le format classique. Et on peut lui dire aussi de ne pas utiliser de grade, italique, des choses comme ça, de mise en forme avancée. Donc, en fait, il va utiliser tout ça pour générer le texte. Et c'est avec ces 4 guides-là qu'on va limiter les dérives, qu'on va personnaliser vraiment le résultat et qu'on va pouvoir aider l'outil en fait à nous donner la réponse attendue, sachant qu'on peut aussi utiliser la technique de l'itération. Il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire qu'on va lui donner cette tâche avec ces 4 piliers. Il ne faut pas hésiter par la suite à lui dire reprends, et voilà, en corrigeant des choses, en disant raccourcis telle partie ou rajoute tel point, parce que effectivement en itérant comme ça, sachant qu'en fait l'IA va avoir plus de contexte, elle sera capable de mieux procéder. Et une autre technique qui est très utile, c'est de poser des questions avant de faire son prompt. Par exemple, on dit qu'est-ce que tu connais, enfin que connais-tu de ce marché, ou est-ce que par exemple si on veut faire ce prompt sur la présentation d'un produit, on peut déjà lui demander ce qu'il connaît sur le marché de ce produit-là, les différentes entreprises, ainsi de suite. Et en fait, il va répondre. Et en fait, ces réponses, elles vont être incluses dans la conversation. Ce qui fait que ça va ancrer déjà le contexte dans cette partie marketing des entreprises, ce marché-là. Et par la suite,
quand on va lui demander de rédiger, il va utiliser tout ce qu'il a répondu précédemment et ça va le guider dans sa réponse. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très utiles. Et pour des tâches un peu complexes, commencer par poser des questions à l'IA, ça va lui permettre en fait de formaliser en fait ses connaissances, de les présenter dans le contexte et par la suite, on va affiner le résultat. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ces piliers du prompting. Donc comme je vous disais, voilà, le prompt qu'on a vu était un peu court et si on utilise ces 4 piliers, donc on lui dira, voilà, on est un manager, on a besoin d'un support prêt à l'emploi. On lui dit, voilà, tu es DRH expert en management bienveillant et en gestion de talent. L'action, rédige un guide structuré pour conduire un entretien annuel de performance et on va lui donner le contexte. Le guide s'adresse à des managers de proximité dans une entreprise de service. L'objectif est de transformer l'entretien en un moment d'échange constructif et pas seulement une évaluation descendante. Et la partie execute utilise des listes à puces, inclut une section sur la préparation, une section sur le déroulé en phase et une section sur la clôture avec un ton professionnel mais encourageant. Donc vous voyez, en fait, tout ça, c'est a priori ce qu'on avait en tête, mais si on ne l'écrit pas, la machine ne le saura pas. Donc, elle va utiliser en fait le rôle moyen d'un DRH et le contexte sera moyen et l'exécution sera moyenne. Donc, en fait, on aura quelque chose qui sera peut-être pas une liste à puces, on n'aura pas ces sections qu'on a précisées. Vous voyez l'importance de garder en tête ces 4 piliers quand vous rédigez un prompt, alors pas un prompt de recherche quand on veut juste une question sur un point, mais dès qu'on veut obtenir la production d'un résultat, on est obligé d'utiliser ce type de prompt. Là, on n'abordera pas le prompt d'image, mais c'est pareil. Dans les images, on va être obligé, on ne va pas lui dire simplement génère une image pour illustrer cet article. On va avoir une idée en tête. Et donc voilà, on aura besoin de lui préciser le format. Est-ce qu'on veut du 4/3, du carré? Est-ce qu'on veut quel type de lumière? Quel style? Est-ce que c'est une photo, un dessin? Si c'est un dessin ou une peinture, dans quel style on la veut? Si on veut de la haute résolution, est-ce qu'on veut une plongée, contre-plongée? Enfin voilà, il faut tout préciser. Parce qu'en fait, ce qu'on a en tête sera sinon impossible à obtenir par pure chance. Donc voilà, vous voyez que le prompt n'est pas forcément beaucoup plus long. Effectivement, il nécessite un peu plus de réflexion en amont, mais ce temps qu'on va passer à rédiger le prompt va permettre de gagner beaucoup de temps par la suite dans la correction du résultat produit par le LLM. Effectivement, on a des limites et des dangers, donc la confidentialité des données. Typiquement, quand on va prompter dans le cadre du travail, il faut toujours faire très attention à ne communiquer aucune donnée qui serait protégée par le RGPD ou des données sensibles dans son entreprise. Typiquement, si vous envoyez toutes les données stratégiques de l'entreprise, en fait, elles vont être stockées dans les serveurs, alors que ce soit ceux d'Anthropic, d'OpenAI ou de Google, et elles pourront servir ultérieurement à entraîner les prochaines versions des modèles. Alors en soi, le risque n'est pas forcément gigantesque. L'inconvénient, c'est qu'en fait, comme ces données, ces serveurs, en fait, sont sous législation américaine, sont tout à fait accessibles à la demande du gouvernement. Donc en fait, ça veut dire que toutes les données qu'on va mettre sur ces serveurs-là vont être accessibles à un autre gouvernement. Donc après, est-ce qu'on a envie de prendre ce risque? Moi, je dis plutôt non. Donc bien penser à cette confidentialité des données. Alors quand on a la chance d'avoir un LLM qui peut tourner en local, il n'y a pas de souci, puisque ça reste dans les serveurs, mais dès le moment où on va utiliser un outil très avancé qui nécessite une grande puissance de calcul, typiquement ChatGPT, Gemini, Claude, on va être obligé de passer par ces outils-là. Et du coup, se pose la question de la protection des données. Donc, attention à la confidentialité des données. N'envoyez pas de données qui sont sensibles. Ensuite, on a l'AI Slop. Alors, en fait, l'AI Slop, c'est un petit peu l'équivalent du spam, où on reçoit effectivement des dizaines, voire des centaines de mails qui n'ont aucun intérêt. Et là, il y a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de pages qui sont créées par l'IA. Et effectivement, ça, c'est un peu un danger parce que quand on va faire des recherches, ces pages vont être forcément risquent de remonter dans les recherches et on va se baser sur du contenu qui est de très mauvaise qualité. Et on sait qu'à terme, c'est aussi un des soucis que vont avoir les LLM, c'est que en fait, ils vont créer du contenu. Ce contenu va être pris par des gens qui vont le poster sur Internet. Et du coup, ce contenu sur Internet va être utilisé par les IA pour s'entraîner. Ce qui veut dire qu'en fait, l'IA va finir par s'entraîner sur ses propres données.
Et on va avoir une forme de médiocrité générale qui va s'imposer parce que on va avoir de plus en plus de contenu pas intéressant qui va servir à entraîner des modèles. Et donc, comme on sait que quand on donne des données inintéressantes à un modèle, il va nous produire des données inintéressantes, on voit bien qu'on a un souci en termes de créativité et puis de pertinence des réponses obtenues. Donc ça, effectivement, l'IA-SLOP, c'est un peu un des gros enjeux à l'avenir. Et puis, enfin, le coût énergétique, parce qu'on sait qu'effectivement, les requêtes nécessitent quand même des calculs importants. Donc, il faut effectivement agir avec parcimonie, réflexion. Et puis, il y a les coûts financiers aussi, parce que quand votre entreprise a un abonnement, il peut y avoir effectivement des surcoûts s'il y a beaucoup de demandes inutiles qui sont faites. Donc, pareil, typiquement, dans les contextes, il faut savoir que parfois, il peut être utile, même d'un point de vue efficacité, même si on est sur le même sujet, de recommencer notre conversation. Parce que quand on va commencer une conversation, on n'aura plus de contexte. Donc, on va nettoyer un peu tout ce qui a été dit précédemment. Et on va repartir sur des bases saines, quitte à reprendre le premier prompt qu'on a utilisé pour mettre un contexte. Par la suite, ça peut être bien, effectivement, parce qu'on ne va pas lui dire « oublie ce que tu as dit avant », repartant sur des bases saines, parce qu'en fait, il n'est pas capable d'oublier. En réalité, on a quand même le contexte, c'est toujours là, même si après il oublie, il n'a pas vraiment oublié. Donc, vraiment repartir sur des contextes clean, c'est bien pour l'efficacité et le coût énergétique. Exactement pour Jean-Pierre, qui me dit que l'IA risque de s'auto-contaminer par les données qu'elle a elle-même fabriquées. Absolument. C'est un peu ça le problème de l'IA-SLOP, c'est-à-dire que nous, déjà, on est mis face à des images fausses, du contenu qui est en fait beaucoup de mensonges. Et ce mensonge va alimenter des IA qui vont du coup apprendre des mensonges et donc renforcer encore la présence de ces mensonges. Donc c'est vrai que c'est un des gros soucis pour ces modèles-là. Et c'est aussi des questions un peu politiques. On sait qu'OpenAI, par exemple, Anthropic, c'est pas du tout la même vision. On sait qu'Anthropic pointe beaucoup là-dessus sur l'éthique, l'alignement, les choses comme ça. Et ça nécessite effectivement pas mal de garde-fous et de réflexion en amont. Il vérifie effectivement, il essaie de mettre en place, par exemple, des garde-fous pour éviter que le modèle dérive. Parce qu'on sait que, par exemple, plus on va lui parler, plus la conversation continue, et plus il va jouer un rôle. Et par exemple, on peut avoir ce problème d'IA diabolique ou d'IA romantique, avec des gens qui vont tomber amoureux de leur chat GPT. Ça ne devrait pas trop arriver avec Claude, par exemple, dans les futures itérations, parce que là, ils ont réussi à mettre en place des choses qui permettent de toujours conserver l'assistant dans son rôle d'assistant, en fait. Donc, on voit que c'est complexe, mais qu'il y a des choses qui sont mises en place. Maintenant, pour effectivement trier le bon grain de livret d'Internet, ça va devenir assez complexe, mais j'imagine que il arrivera à mettre en place peut-être des mécanismes de vérification de l'information en se basant sur des sources sûres et réputées sûres, en tout cas. Mais bon, c'est un des gros soucis. Bonjour à tous, je suis Clément, responsable des admissions au sein de la White Code School. Donc je m'occupe entre autres du coup de la formation en intelligence artificielle générative que je vais vous présenter. La White Code School, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on existe et qu'on propose différentes formations dans le domaine de la tech. On compte un peu plus de 8000 élèves et alumni, on a un taux d'insertion professionnelle à 75%. Et on fait partie du groupe Simplon depuis juillet 2025. Donc Simplon qui est un acteur majeur des formations du numérique. Nous, on propose 3 types de formations différents, des formations bootcamp, plutôt des formations de reconversion à temps plein pour les profils qui ont un vrai projet de reconversion professionnelle et qui partent sans prérequis particuliers qui vont être demandés. Donc des formations en distanciel ou sur nos campus. Ensuite, on aura quelques formations en alternance, donc ça, c'est plutôt des formations de spécialisation qui vont arriver à la suite d'une formation bootcamp. Et du coup, on a une formation skill course, donc formation 100% en ligne, dont fait partie notre formation en intelligence artificielle. Yann a parlé un petit peu a fait une démo de toute l'intelligence artificielle et à quoi elle sert. Donc aujourd'hui, c'est une formation qui est donc en ligne, 100% en distanciel. C'est vraiment vous qui gérez votre temps de travail comme vous le souhaitez. On est sur une formation de 7 semaines maximum. C'est la seule contrainte. À qui est à destination cette formation? Plutôt pour les personnes qui souhaitent comprendre l'IA et booster leur productivité. Donc dans le cadre notamment de leur activité professionnelle, où on a eu aussi des profils qui voulaient se former dans le cadre de leur activité personnelle en dehors du coup de leur travail. C'est une formation qui est certifiante. À l'issue des 7 semaines, vous allez passer à la certification création de contenu rédactionnel et visuel par l'usage responsable de l'IA générative. C'est une certification qui est délivrée par l'INCREA Certification et qui est reconnue du coup au répertoire spécifique des formations.
Cette formation, donc, elle est éligible à différents moyens de financement, financement CPF, l'autofinancement forcément, et on a aussi pour des profils qui sont envoyés en tout cas par la société pour se former sur l'IA, ça peut être pris en charge par l'entreprise. Les 4 principaux piliers de cette formation, donc, vous allez voir toute la découverte du monde de l'IA et de ses différents fondamentaux. Vous verrez toute la partie création de contenu avec l'IA générative. Il y aura une partie forcément approfondissement avec toutes les techniques de prompt engineering, donc prompt design, technique avancée. Et vous verrez toute une partie sur l'éthique et la conformité. En termes de logiciels, donc on sera sur ChatGPT+. Vous verrez aussi DALL-E, Sora, qui sont plutôt des logiciels sur la partie création de contenu rédactionnel et visuel. Et nous, ce que l'on demande, c'est forcément de disposer d'un ordinateur avec une bonne connexion Internet pour pouvoir avancer assez sereinement sur la formation, d'avoir un abonnement actif à ChatGPT+, parce qu'il y a des fonctionnalités sur cet abonnement-là qui seront nécessaires pour la réalisation de différents exercices et travaux. Comme je disais, donc aucune connaissance préalable en IA ou en programmation informatique qui est demandée. Donc vous aurez de toute façon, vous pouvez accéder à notre programme directement on va être sur 6 principaux modules. Donc le premier sur la découverte du monde de l'intelligence artificielle. Donc bien comprendre comment l'utiliser, quels sont les différents outils que vous pourrez utiliser dans telle ou telle situation. Ensuite, le module 2, on sera sur de la création de contenu avec l'IA générative, donc qui va être en lien aussi avec forcément le module 3, donc sur la partie texte, images, photos, vidéos, donc création de contenu rédactionnel et visuel par l'usage de l'IA générative, donc avec notamment la DALL-E et Sora. Sur le module 4, on sera sur l'analyse des données rapidement avec l'IA générative, donc ça sera aussi en lien avec le module 5 sur les techniques de prompt engineering, sur la création d'agents IA pour l'automatisation des tâches, sur de la création d'applications à travers une base de données, toutes ces choses-là que vous pourrez voir. Et enfin, du coup, le dernier module, du coup, sur de la création des applications avec l'IA générative. Et du coup, sur la partie, sur le bloc éthique et conformité, vous verrez un petit peu tout l'écosystème juridique qui va graviter autour de l'IA et quelles en sont aujourd'hui les limites et les risques à son utilisation. Donc ça, ce sera des notions qui seront abordées. On a une plateforme qui est dédiée, donc vous voyez sur la première capture d'écran en haut à gauche, donc les différents modules de la formation que je viens de vous présenter, qui sont affichés. Donc en cliquant forcément sur le premier module, il y a les différents sous-modules qui apparaissent. Donc là, sur le module 1, découverte du monde de l'IA, donc d'abord, vous avez toute une partie théorique sur la présentation et l'histoire de l'intelligence artificielle. Ensuite, donc, vous avez comment fonctionne l'IA, donc bien comprendre cela. Ensuite, vous avez toute une partie sur l'écosystème de l'IA générative, et à savoir que chaque module termine par un quiz. Ce quiz est composé de 5 questions. Pour passer au module suivant, il faut au minimum 3 sur 5. Et du coup, si vous n'avez pas cette note-là, on vous indique un petit peu les axes du module à revoir. Voilà, donc c'est marqué que chaque module se conclut par un quiz. En termes de semaine type, donc ça c'est vraiment une semaine que l'on propose comme ça, mais après c'est vraiment vous qui gérez votre temps de travail, à savoir que la formation est divisée en 2 parties. Il y a 33 heures de formation en autonomie directement sur notre plateforme, et enfin vous avez 9 heures de session de mentorat en groupe. Le lundi, c'est 30 minutes sous forme de questions-réponses, donc directement avec le formateur. Si vous avez des problématiques, des questions pour l'avancée de la formation, c'est à ce moment-là que vous pouvez les poser. Et ensuite, le mercredi de 19h à 20h, vous avez un atelier workshop qui dure 1 heure avec un thème du coup qui change toutes les semaines. Il y a le passage d'une certification à l'issue de la formation. Vous avez la partie écrite à rendre à l'issue de cette semaine. Donc c'est du coup à faire en parallèle de la formation. On vous envoie le sujet au moment de la 2e semaine de formation. Vous avez 5 semaines pour préparer la partie écrite. Grosso modo, ça dépend en tout cas de comment vous travaillez, mais ça peut prendre de 4 heures à 7-8 heures en parallèle de la formation. Et ensuite, vous aurez la partie visuelle, on va dire, ce que vous présenterez à l'oral devant le jury, qui sera que vous pouvez faire à l'issue de cette semaine. La prochaine date de rentrée se fera le 16 mars. Donc on est sur, comme je vous l'ai dit, une formation à distanciel avec 7 semaines maximum, donc elle terminera le 1er mai. Vous pouvez directement aller sur le site de la Why Code School pour candidater. Si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas. Merci tout le monde et puis bonne fin de journée. Au revoir.